Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce samedi 18 janvier 2025. Et il débutera par la présentation de la revue de l'actualité hebdomadaire taïwanaise présentée par Florian Dai. S'en suivra un courrier des auditeurs présenté par François-Xavier Boulet et moi-même, dans lequel nous parlerons de l'actualité de la radio, des concours, des résultats de concours. Un tirage au sort sera notamment tiré et il y aura aussi des réponses à vos questions concernant des fleurs, une maison colorée ou encore un satellite. Enfin, vous pourrez retrouver Clément Tricot dans son émission La Ville en pratique, dans laquelle il vous présentera 12 livres, un livre à lire par mois sur l'architecture à Taïwan. Voilà donc pour le programme de ce samedi. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Florian Dai avec les principaux titres de sa revue de l'actualité. Le budget général 2025 toujours bloqué au Parlement. Exécution d'un condamné à mort, l'Union européenne exhorte Taïwan à abolir la peine capitale. Lai Ching-te appelle la population à soutenir le ministère de la Justice. La Chine annonce l'ouverture partielle de ses touristes en groupe à Taïwan. Le budget général 2025 toujours bloqué au Parlement. Le budget général 2025 du gouvernement, envoyé à la branche législative en août dernier, figure sur l'agenda du Parlement en tant que projet prioritaire de cette semaine. Or, malgré les négociations entre les deux camps, le budget reste toujours bloqué avec de nombreux points de désaccord. Après avoir envisagé une coupe de 111,1 milliards de dollars taïwanais, soit environ 3,4 milliards d'euros, ce qui représente 3,47% du budget total, le chef de groupe parlementaire du KMT à l'opposition, Fu Kun-chi, a indiqué vendredi que le KMT s'alliait désormais avec le TPP autour d'une coupe moins large mais générale, à hauteur d'au moins 93,975 milliards de dollars taïwanais, soit 2,9 millions d'euros, c'est-à-dire environ 3% du budget total. Fu Kun-chi souligne que cette proposition de coupe est similaire à celle des années précédentes, alors que le budget du gouvernement est établi sur une dépense de 3 132 milliards de dollars taïwanais, soit environ 97 milliards d'euros, une valeur historiquement élevée qui représente d'ailleurs une hausse de 6% par rapport au budget général 2024. Le Premier ministre a estimé hier que les coupes prévues par les députés suscitaient la colère générale et qu'il était nécessaire à la fois de revenir à une coupe rationnelle et d'étudier réellement les budgets proposés. Il y a une coupe prévue pour le secteur culturel, pour les fonctionnaires, une autre coupe de 3% pour la défense, 6% pour les frais d'équipement. Il faudrait également couper les budgets de déplacement à Taïwan et à l'étranger. L'insatisfaction est générale. Là, l'opposition est en train de réduire l'ampleur de la coupe et je l'encourage à la réduire davantage encore pour que nous puissions mener des négociations sur une base plus rationnelle. Il ne reste plus que 2 jours d'examen. J'espère que nous pourrons vivre un bon départ la semaine prochaine. Selon l'agenda du Parlement, le vote du budget 2025 est prévu pour le 21 janvier prochain. Exécution d'un condamné à mort. L'Union européenne exhorte Taïwan à abolir la peine capitale. Lai Ching-te appelle la population à soutenir le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a signé jeudi soir l'ordre d'exécution du détenu Huang Lingkai, âgé de 32 ans et condamné à mort en 2017, pour le viol et meurtre de son ex-petite amie et le meurtre de la mère de cette dernière, commis en 2013. Il s'agit de la toute première exécution de Taïwan depuis avril 2020 et depuis l'interprétation de la Constitution d'octobre 2024, qui restreint l'application de la peine capitale. Cette exécution a fait réagir toute la classe politique taïwanaise et au-delà. Le parti Kuomintang, à l'opposition, a souligné que c'est grâce à ces efforts que le gouvernement fait enfin face à l'opinion publique. Le président de la République Lai Ching-te a souhaité le soutien de la population.
Conformément au verdict de la Cour constitutionnelle du Yuan judiciaire, la peine de mort est conforme à la Constitution. Par conséquent, je souhaite vivement que la population soutienne le ministère de la Justice qui agit conformément à la loi. Je voudrais également adresser mes condoléances aux familles des victimes pour leur situation difficile de ces dernières années. Jeudi soir, la famille des 2 victimes a remercié la justice de lui avoir rendu justice. Les groupes en faveur de la peine de mort réclament désormais, tout comme l'opposition, l'exécution des 36 autres condamnés dans le couloir de la mort. De l'autre côté, plusieurs ONG, dont l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, ou TAEDP, ont fait une déclaration commune exhortant le procureur général à faire un appel extraordinaire pour les condamnés à mort, conformément au verdict de la Cour constitutionnelle d'octobre 2024, qui restreint le cadre d'application de la peine de mort. Ces ONG soulignent que le système judiciaire devrait examiner de manière approfondie les motifs justifiant un recours spécial pour chaque cas impliquant la peine capitale et demandent au ministre de la Justice, Cheng Ming-jen, de ne pas procéder à de nouvelles exécutions jusqu'à ce que le procureur général ait examiné les dossiers des 36 condamnés à mort. Le Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne a condamné les crimes commis, a exprimé ses condoléances à la famille des 2 victimes et a exhorté en même temps Taïwan à abolir la peine capitale en précisant que l'Union européenne restait opposée à la peine de mort en toutes circonstances. La Chine annonce l'ouverture partielle de ses touristes en groupe à Taïwan. Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a annoncé officiellement ce 17 janvier l'ouverture prochaine des voyages touristiques en groupe des Chinois à Taïwan. Selon CCTV, cette ouverture concerne les résidents de la province du Fujian et de Shanghai. La CCTV a rapporté que cette ouverture partielle vise à normaliser les échanges des personnes et de différents domaines. La partie chinoise souhaite multiplier les communications entre les secteurs touristiques des 2 parties pour assurer un service de qualité aux touristes chinois à Taïwan. La Commission ministérielle des Affaires continentales a réagi vendredi en saluant cette décision et attend désormais les mesures officielles de la Chine pour que les structures chinoises et taïwanaises chargées des échanges touristiques entament des communications pour préparer l'accueil des touristes chinois en groupe à Taïwan, qui était suspendu par la Chine dès 2020. Du côté de Taïwan, l'interdiction des touristes chinois en groupe a été mise en place également en 2020 en raison du Covid-19. Or, ces interdictions n'ont pas été levées, faute de mesures réciproques. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, au Palaos, pour l'investiture du président Tsurangel Whips Jr. La délégation taïwanaise menée par le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong en visite au Palaos a assisté jeudi à la cérémonie d'investiture du président Tsurangel Whips Jr. Le chef de la diplomatie taïwanaise a indiqué dans son discours que le président Palawan avait remercié Taïwan pour la constance de son aide au fil des années. Lin Jialong a aussi pu s'entretenir après la cérémonie avec le président des Palaos, un des 3 derniers alliés diplomatiques de Taïwan dans la région du Pacifique. Le chef de la diplomatie taïwanaise a exprimé le souhait de Taïwan de continuer à approfondir l'amitié entre les 2 pays et à prospérer ensemble. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, mais aussi les îles Marshall ou encore Tuvalu, 2 autres alliés de Taïwan dans la région, étaient également représentés à l'événement par des délégations de tailles différentes. La délégation taïwanaise compte 45 représentants des secteurs économiques taïwanais et vise à renforcer les échanges économiques bilatéraux et à favoriser les investissements taïwanais sur place pour soutenir le développement économique local. Mike Pence appelle le gouvernement de Trump à réitérer son soutien à Taïwan. L'ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, a assisté hier à la signature d'un protocole d'entente de coopération entre le Taipei Language Institute et la Purdue Research Foundation. Dans son allocution, Mike Pence a indiqué que sa venue à Taïwan visait à lutter contre toute suspicion vis-à-vis des États-Unis et qu'il espère que les Taïwanais ne douteront pas de la détermination des États-Unis à soutenir fermement Taïwan. Je suis convaincu que jamais les États-Unis n'abandonneront leurs alliés du Pacifique. J'appelle la nouvelle administration de Washington DC et les nations éprises de liberté à renouveler de toute urgence leurs engagements à fournir à Taïwan ce dont il a besoin pour son autodéfense et la défense de sa liberté. Mike Pence a indiqué que l'un des objectifs de la Chine de l'annexion de Taïwan était de contrôler l'approvisionnement mondial des semi-conducteurs afin de contrôler la clé de la chaîne d'approvisionnement des hautes technologies. La Chine aurait dès lors la capacité de déterminer les prises de politique des différents pays. Cet impact sort du strict cadre commercial.
Le plus inquiétant est qu'une chute de Taïwan risquerait de provoquer une nouvelle compétition de développement des armes nucléaires de différents pays. Vendredi dans la soirée, Mike Pence a également rencontré le président de la République, Lai Ching-te. La Chambre des représentants américaine adopte un texte très attendu sur la double taxation entre Taïwan et les États-Unis. La Chambre des représentants américaine a adopté mercredi le United States Taiwan Expedited Double Tax Relief Act, un texte très attendu par les travailleurs et les entreprises taïwanais, adopté à 431 voix pour, avec seulement une voix contre. La proposition de loi vise d'abord à amender les lois fiscales américaines afin d'exempter de taxes aux États-Unis les résidents taïwanais fournissant des services aux États-Unis. Le texte prévoit aussi une baisse des taxes pour les résidents taïwanais qualifiés percevant certains types de revenus provenant des États-Unis, tels que des intérêts, des dividendes ou des royalties. Le texte vient aussi établir le United States Taiwan Tax Agreement Authorization Act, autorisant le président américain à négocier et à passer un accord avec Taïwan sur la double taxation en légiférant. Avant de procéder au vote, le président du comité des voies et moyens de la Chambre des représentants, Jason Smith, a indiqué que les États-Unis étaient le principal partenaire commercial de Taïwan, ne disposant pas d'accord sur la fiscalité. Le représentant américain a rappelé les inquiétudes concernant la dépendance économique de Taïwan vis-à-vis de la Chine, en affirmant que le texte établissait un traitement fiscal juste pour les travailleurs et entreprises américaines opérant à Taïwan et mettait les Américains sur un pied d'égalité avec leurs concurrents dans le monde. Le représentant Darren LaHood a quant à lui mentionné le fait que les États-Unis ont signé des accords fiscaux avec plus de 60 juridictions fiscales dans le monde, soulignant ainsi l'anomalie de l'absence d'accord avec Taïwan, qui est pourtant le 7e partenaire commercial des États-Unis. LaHood a ajouté que le texte apporterait davantage de certitude pour les entreprises et les travailleurs des deux pays. Il doit encore être voté au Sénat et ratifié par le président américain avant d'entrer en vigueur. Le Premier ministre regrette le rejet du réexamen par le Parlement de l'amendement à la loi sur la procédure de la Cour constitutionnelle. Le 10 janvier dernier, le yuan législatif avait bloqué le réexamen de l'amendement de la loi sur la procédure de la Cour constitutionnelle qui avait été demandé par le gouvernement. Les députés du KMT et du TPP, majoritaires au Parlement, qui étaient à l'origine du vote de cet amendement le 20 décembre, ont voté contre le réexamen. Selon la Constitution, lorsqu'un projet de loi est approuvé lors d'un second vote par au moins la moitié des députés, le Premier ministre doit l'accepter. Ainsi, le Premier ministre Zhou Rongtai, après avoir reçu les rapports à ce sujet du yuan législatif, a déclaré mardi que le résultat était irréversible et exprimé ses profonds regrets à cet égard. Il estime néanmoins que tous les recours n'ont pas encore été épuisés. À l'avenir, il y aura encore des droits prévus dans la Constitution et des procédures de recours constitutionnels à prendre en considération. J'ai écouté les arguments et les points de vue de nombreux spécialistes de droit public, dont certains ont rappelé plusieurs cas passés d'interprétation constitutionnelle. Ce sera le ministre sans portefeuille, Lin Mingxin, qui sera chargé de recueillir les avis de toutes les parties concernées afin de pouvoir continuer à étudier cette question. Pour mémoire, conformément à la loi sur la procédure de la Cour constitutionnelle nouvellement votée, le nombre de grands juges participant aux délibérations ne doit pas être inférieur à 10, soit 2/3 du nombre de grands juges constituants. En cas d'interprétation sur la constitutionnalité d'un dossier, au moins 9 juges doivent être favorables au verdict, le quorum d'approbation étant jusque-là fixé à la moitié des juges en poste. Le gouvernement estime que cela pourrait aboutir à bloquer les travaux de la Cour constitutionnelle, notamment dans le cas où les candidatures de grands juges proposées par le président Lai Ching-te seraient à nouveau rejetées par le Parlement, après avoir déjà été rejetées en bloc par les députés majoritaires du KMT et TPP le 24 décembre dernier. L'Université nationale centrale de Taïwan annonce le succès du lancement de sa sonde de rayonnement dans l'espace lointain. L'Université nationale centrale de Taïwan, NCU, a annoncé mercredi le succès de la toute première mission lunaire taïwanaise grâce au lancement depuis la Floride de l'atterrisseur lunaire Hakuto Air Venture Moon Mission 2 à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. La sonde de rayonnement dans l'espace lointain, Deep Space Radiation Probe ou DSRP, a été transportée dans l'espace par la Hakuto Air Venture Moon Mission 2, développée par iSpace, une entreprise japonaise d'exploration lunaire, et devrait allunir dans 4 mois après avoir parcouru 40 000 km. Le lancement s'est fait mercredi depuis la Floride, à 14h11, heure de Taïwan, et l'atterrisseur lunaire s'est détaché de la fusée 1h32 après son lancement.
Le communiqué de presse de l'université indique que le DSRP est le premier de fabrication taïwanaise et porte sur son côté gauche la mention Made in Taiwan. Le DSRP a été développé de manière indépendante par des étudiants et membres du département des sciences et de l'ingénierie spatiale de NCU.